Merci à toutes et tous d'être présents ce soir pour cette table ronde intitulée Censure dans les médias, quelles solutions face aux procédures Bayon ou SLAP en anglais, donc Strategic Lawsuits Against Public Participation en bon français, sont des actions en justice utilisées non pas pour faire respecter la loi mais pour intimider, pour faire taire. En Suisse comme ailleurs, de plus en plus de journalistes et d'ONG ou de médias indépendants font face à ces poursuites, cherchent et qui parviennent parfois à épuiser financièrement, moralement aussi, ceux qui enquêtent sur des sujets sensibles. Ces dernières années, donc, des acteurs comme Public Eye, Le Courrier ou des membres d'Impressum ont été directement concernés. Ce soir, on va essayer de chercher à mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre et surtout réfléchir peut-être aux moyens de résister à cette forme de censure moderne. Donc on a le plaisir d'accueillir Agathe Duparc, enquêtrice à Public Eye, anciennement journaliste chez Mediapart aussi, Étienne Coco, co-directeur du secrétariat central d'Impressum, juriste de formation, et Philippe Bach, membre du comité de rédaction du Courrier. Merci à elle et eux d'être avec nous ce soir. On va entrer sans plus attendre dans le vif du sujet avec, pour commencer, une clarification d'Étienne Coco justement sur la notion de procédure Bayon d'un point de vue peut-être juridique. Je vous laisse la parole. Alors merci tout d'abord pour l'invitation, bonjour à toutes et tous. Effectivement, ça a été dit, je suis juriste, donc j'ai des petites déformations professionnelles et je trouve que c'est très important de définir les mots avant de savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Les conséquences, qu'est-ce qui ressort de la pratique face à ces procédures, mais on va déjà essayer de savoir qu'est-ce que c'est qu'une procédure Bayon, parce que je suis pas sûr que c'est connu de toutes et tous. Donc, j'ai essayé de faire l'exercice de ressortir un petit peu des rapports que j'ai lus autour de moi pour essayer d'élaborer une définition qui n'est pas exhaustive. Tous les auteurs ne s'entendent pas forcément sur exactement ce que c'est, mais il y a plusieurs éléments qui ressortent. Donc, je vais me permettre une petite lecture. En Suisse, une procédure Bayon, ou en anglais Strategic Lawsuits Against Public Participation, les SLAP, c'est une action en justice intentée par une personne privée ou morale dont le but, et j'insiste sur le mot but, d'intimider ou de censurer leur cible. J'insiste aussi sur ce mot. Qui critique son comportement ou son action, souvent dans le but de déjouer des enquêtes ou des révélations publiques. Ces poursuites sont souvent abusives, disproportionnées et infondées. Et leur but, j'insiste de nouveau là-dessus, principal n'est pas tant de gagner le procès en tant que tel, que d'imposer une pression financière et psychologique à la personne attaquée, l'empêchant ainsi de s'exprimer librement. Et c'est pour ça que je trouve, ça c'est un avis peut-être personnel, je sais que la langue française aime beaucoup les images avec cette procédure Bayon, bâillonné, mais moi j'aime beaucoup la définition anglaise avec ce mot stratégique. Et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, parce que derrière ces procédures, il y a vraiment un système stratégique pour arriver à leur fin. Et quand on prend cette définition, pour moi, il y a vraiment 4 éléments qui ressortent. Il y a vraiment un but, c'est vraiment empêcher la critique, ça veut dire que ça soit a priori ou a posteriori, par la suppression de l'article, par la suppression d'un rapport, ou alors la censure préalable en intentant des procédures super provisionnelles ou provisionnelles. Il y a souvent une cible, et nous sommes les représentants ici, donc il y a principalement les ONG et les médias, parce que c'est eux qui ont ce rôle démocratique de lancer un petit peu ou de critiquer ces grandes entreprises. Le caractère abusif et infondé, c'est principalement c'est la manière dont ces procédures sont intentées, parce que en soi, tout un chacun a un droit constitutionnel à faire valoir ses droits devant un tribunal. Donc, en tant que telle, une procédure n'est pas abusive. Donc, c'est vraiment dans les méthodes employées. Ça peut être par la répétition, ça peut être par les allégations qui sont souvent très infondées ou qui n'ont vraiment pas à voir avec le contenu, mais c'est brasser du papier. C'est aussi les moyens qui sont mis en œuvre, des armées d'avocats qui envoient des menaces ou qui se comportent d'une manière face aux médias ou face aux ONG qu'on pourrait qualifier un peu de voyous. Et le gros problème, c'est que souvent, ces personnes qui intentent ces procédures qu'on essaie de définir comme Bayon, c'est que c'est des gens qui ont de l'argent. Et qu'on sait que les ONG et les médias en Suisse sont des organisations qui ont un petit peu moins d'argent. Donc face à des milliardaires qui peuvent se permettre d'engager le meilleur cabinet de la place genevoise, faire des provisions de centaines de milliers de francs pour intenter des actions,
le risque, il est énorme pour les médias et les ONG. Parce que même si on gagne, et là j'ai quand même une petite expérience des tribunaux, même si on gagne, on ne recouvre jamais dans le dommage qui nous a été créé, on ne recouvre jamais sa situation économique de départ. Que ce soit par les moyens en temps qu'on a dû mettre en œuvre. Les dommages sont en Suisse vraiment minimes. On n'est pas un pays très réparateur au niveau du droit. Donc voilà, ça crée ce déséquilibre économique qui est très important et qui va engendrer tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Voilà un petit peu. On peut déjà rentrer dans le concret, justement. On a une ONG avec nous et un média indépendant. Pour savoir quelles sont les principales formes que prennent aujourd'hui ces procédures Bayon dans vos expériences respectives, en commençant peut-être avec vous, Philippe Bach, que j'ai pas l'habitude de vous voyer. Le courrier fait face à plusieurs cas concrets. Est-ce que vous pouvez nous donner du détail sur ces cas et selon vous, est-ce qu'on peut parler d'une stratégie délibérée d'asphyxie, justement, des médias? Alors, nous, on est confrontés à 2 procédures depuis 2015. Pour la première, c'est l'affaire Gandur, qui fait suite à un article écrit par mon ancien collègue Benito, qui est au fond de la salle, que je salue. Et donc, ça fait 10 ans qu'on traîne cette procédure. Elle nous a coûté à peu près 100 000 francs pour l'instant. Et donc, oui, c'est un fil à la patte économique, c'est un fil à la patte en temps de travail qu'on ne consacre pas à écrire des articles, mais à passer au palais de justice ou dans le cabinet de notre avocat. Donc c'est vraiment une entrave extrêmement lourde et qui, si ce genre de procédure se multiplie, peut mettre en péril un journal. Dans le cas de la procédure que le secrétaire général de Versoix, pour prendre vraiment du micro-local, a intenté contre Vigous, ça a mis en danger le journal. S'ils perdaient, ils étaient déjà en train de chercher un mécène pour boucher le trou. Donc là, il y a un vrai danger et ces procédures se multiplient. Donc nous, on en a une deuxième, c'est celle de Stéphane Barbier-Muller, promoteur, directeur de Pilet et Renault, principal actionnaire de Léman Bleu, membre du board du musée Barbier-Muller, qui porte son nom, enfin le nom de son père, qui ne veut pas que son nom soit cité dans la procédure Raiffeisen. Et il a envoyé des avis, des lettres d'avocats, voire des commandements de payer de 600 000 francs aux journalistes qui avaient cité son nom en Suisse alémanique. Un de mes collègues est tombé là-dessus, parce que cette affaire a moins remué en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Il a trouvé ça quand même curieux comme méthode. Il a voulu faire un papier. Le papier a été bloqué par un juge, donc mesure super-provisionnelle qu'on a gagnée, provisionnelle qu'on gagne, première instance, deuxième instance, on a tout gagné. Il n'a pas recouru au TF, il a relancé une nouvelle procédure au plan civil. Donc la procédure pénale nous a coûté à peu près 8 000 francs, combien même on a gagné. Voilà, donc il y a une perte économique pas négligeable. On verra pour Gandur, puisqu'on est à Strasbourg, si on gagne, si on récupère nos 100 000 francs, mais j'ai quelques doutes, mais c'est un vrai problème. Moi, je ne lâcherai pas là-dessus. Je pense que si on ne récupère pas l'argent, on ira toquer à la porte du conseil municipal pour dire finalement on a fait œuvre de transparence par rapport à vos débats. C'est vos magistrats qui ont plus probablement mal ficelé un dossier en s'alliant avec quelqu'un, parce que nous on considère qu'on a participé au droit de savoir des gens qui allaient voter sur ce partenariat public-privé du musée d'art et d'histoire, hein, vous vous rappelez, où en gros la ville était en train de remettre une partie des clés du MAH à un privé, dans un contrat secret qui le courrier a dû faire fuiter, parce que en gros on me l'a remis par une nuit sans lune dans une impasse borgne. En gros, j'ai dû signer avec mon sang que jamais je ne dirais qui me l'a donné, mais donc ce contrat était extrêmement favorable, donc ça c'est avant le vote, hein, à la partie privée. Donc là, nous on considère qu'on a fait notre travail d'information, de transparence, du droit de savoir du citoyen, et on s'est pris une procédure dans la figure aussi parce que
M. Gandur n'a pas été très satisfait des termes qui ont été employés à son propos au conseil municipal. Et au conseil municipal, alors c'est moins qu'au Parlement fédéral, c'est moins qu'au Grand Conseil, il y a une immunité parlementaire quand même, donc il ne pouvait pas attaquer là-dessus, ni le journaliste qui avait retranscrit ses propos. En revanche, là, il a attaqué bille en tête. On a gagné au pénal, on a perdu au civil, au TF. On estime qu'on a gagné au pénal parce que l'affaire a été classée pour des raisons de délai de prescription, mais le TF avait commencé à instruire et ça nous était plutôt favorable. On pense qu'on va gagner à Strasbourg, mais on n'en sait rien, hein, c'est une loterie. La première victoire pour nous, ça a été que l'affaire soit instruite, c'est-à-dire 95% des recours à Strasbourg sont classés, soit pour des raisons de forme, parce que les voies de droit interne n'ont pas été épuisées ou c'est des recours très particuliers. Donc souvent les juristes se loupent là-dessus, soit parce que l'atteinte n'est pas suffisamment grave à un droit fondamental, puisque c'est de ça qu'on doit invoquer à Strasbourg, à la CEDH. Et donc là, elle est instruite depuis 3 ans maintenant, on attend et on espère que le jugement nous sera favorable. S'il l'est, l'affaire ne sera pas finie, puisque ça va revenir au TF, qui va renvoyer en dernière instance, et puis on verra si la justice suisse est bonne joueuse. Il ne faut pas gagner, hein, parce que dans toute cette affaire, nous, on estime qu'on a été maltraités, on n'a pas accepté certaines preuves, on n'a pas accepté certains témoins, dont celui de Public Eye, qui était interviewé dans l'article, on n'a pas pu le faire citer. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qu'on a amenés dans cette procédure. Agathe Guipard, du côté de Public Eye, justement, comment s'exercent ces pressions? Est-ce qu'il y a des courriers, des menaces? Vous avez des cas concrets à nous donner? Oui, c'est la même chose. À partir du moment où Public Eye est devenu une ONG d'investigation avec des méthodes journalistiques exactement identiques à celles pratiquées par des journalistes, donc on est forcément la cible de ces enquêtes, de ces procédures. Elle commence bien avant la parution, hein, c'est pas de tout repos. C'est-à-dire que dès le moment où on envoie des questions à notre interlocuteur, on peut avoir un courrier d'avocat, comme ça m'est arrivé, par exemple, des questions adressées au fils du président du Kazakhstan, Tokayev, qui vit ici en Suisse, et qui avait été un peu, il protégeait les affaires souterraines de son père pendant très longtemps en Suisse, donc forcément c'était une affaire qui nous a intéressés. On a écrit là-dessus. À partir du moment où j'ai envoyé mes questions à ce monsieur Tokayev Junior, eh bien, j'ai reçu un courrier d'un avocat qui est très connu pour ce genre de choses, qui me rendait attentive au fait que peut-être ce que j'allais écrire tombait sous le coup de l'article 47, dont on va parler après. Hein. C'est un article qui criminalise potentiellement toute personne qui se voit remettre des documents bancaires volés, dont des journalistes. Donc voilà, on a ce genre de choses. On a aussi des situations assez paradoxales où la personne ne veut absolument pas répondre à nos questions, 4, 5 demandes, aucune réponse, et le moment où l'article est en ligne, il y a tout de suite une demande de droit de réponse. Avec aussi, en général on publie, hein, les droits de réponse, c'est typiquement le genre de choses, moi qui viens de la presse française, j'ai travaillé pour Mediapart, c'est des choses qu'on publie sans problème. Par contre, quand l'avocat vous demande aussi de changer, vous envoie une mise en demeure, c'est un peu différent. Dans ce cas-là, carrément, il y a des négociations qui s'engagent, enfin, de leur côté, pour qu'on change tel paragraphe, qu'on refasse un intertitre. Enfin, c'est surréaliste. Moi, entre Noël et le Nouvel An passé, j'ai passé au téléphone des heures avec une étude d'avocat qui voulait nous faire changer des tas de choses dans notre article. Enfin, alors, la manière de résoudre ça, c'est que souvent, on rajoute des détails, du coup. Au lieu d'en enlever. Donc on a trouvé cette parade finalement et on précise des choses. Mais là aussi c'est problématique parce que malgré tout nos lecteurs qui nous ont lu une fois ne sont pas censés savoir qu'on a des courriers avec des avocats et que tout d'un coup on rajoute d'autres phrases. Donc il y a vraiment un grave problème de ce point de vue-là. Et puis alors évidemment il y a les procédures, nous on en a une en particulier qui est intentée par un négociant en pétrole à Zoug, qui a vendu des produits pétroliers libyens alors que la guerre en Libye faisait rage, qui a fait alliance avec des gens qui ensuite ont été identifiés comme des contrebandiers. On avait absolument tous les documents. Hein. Néanmoins, on a été poursuivis, on est poursuivis au pénal.
On a gagné en première instance, donc on est quand même, on voit la justice est quand même de notre côté, et on est poursuivi au civil, beaucoup plus embêtant parce que là on nous réclame 1,8 million. Voilà, et on est sûr que ça va durer longtemps. Et ce qui est dérangeant, c'est que finalement on est toujours soumis à des demandes d'accords extrajudiciaires, de dire alors vous pouvez peut-être faire ça. Dans le domaine civil, c'est vraiment très embêtant quoi, d'être confronté à ces demandes de la part même de nos avocats qui nous pousseraient à faire une sorte d'accord. C'est vraiment difficile. Je ne sais pas ce que je peux ajouter d'autre. Vous parlez de votre expérience à Mediapart. Ce que vous dites, c'est qu'en France, vous n'avez jamais fait l'objet d'une procédure. Enfin, Ah si. Mais c'est aussi strict que ça, la Suisse comparée à la France. Alors, disons qu'il y a une loi sur la presse en France, donc le secret des sources, la protection des journalistes est bien plus assurée. Il n'y a pas cette interdiction, par exemple, on n'a pas cette phobie de mettre un nom dans un article. Ici, dès qu'il s'agit de mettre un nom, on se demande, oula, attention, protection de la personnalité, est-il une personne publique, est-il... Voilà, c'est arrivé au courrier. On est quand même dans un contexte beaucoup plus favorable. Mais on a aussi, bien sûr, moi j'ai été plusieurs fois la cible, bon j'ai gagné tout, mais oui, à Mediapart on avait un budget énorme, enfin je veux dire. Moi j'avais même été poursuivie à un moment, mais ça s'est arrêté très vite, pour recel de violation du secret de l'instruction. Alors ça c'est encore une de ces saloperies qui sont très... C'était à l'époque Squarcini, Bernard Squarcini, qui était donc l'homme à tout faire de l'ancien chef des services secrets français. Donc parce qu'on avait obtenu des documents d'une procédure judiciaire, donc on pouvait être attaqué au titre de receleur. Donc voilà. Mais en Suisse, il y a des choses aussi bien pires. On a eu aussi un cas où on a été poursuivi pour concurrence déloyale par un tribunal de commerce bernois. Donc on pourra en reparler. C'est vrai que les menaces, ça marche. Dans le cas de Stéphane Barbier-Muller, à partir d'un certain moment, quand ces commandements de pays ont commencé à circuler, aucun journal roman n'a cité son nom. Alors, peut-être est-ce que c'est à cause des menaces? On a essayé de se renseigner parce qu'on n'est pas les seuls à faire l'objet d'une plainte. La RTS en a aussi pris une, mais on n'a pas réussi à savoir. Ils n'ont pas répondu sur quoi elle portait et quelles réponses ils apportaient. On part de l'idée qu'elle est encore en cours. Mais donc aucun journal n'a cité son nom depuis cette date-là. Alors peut-être c'est la menace du bâton. Après il y a la carotte aussi. C'est-à-dire que c'est un gros annonceur. Donc il a d'autres moyens de faire pression. Peut-être que c'est ça qui a pesé aussi dans le silence assourdissant sur cette affaire, parce que bon, le procès Raiffeisen, c'est quand même ça a été le procès de l'année. C'est une énorme affaire, donc c'est un peu curieux, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et ces menaces, ça se généralise maintenant. Alors généralement, ça ne se concrétise pas, heureusement pour nous, parce qu'on passerait nos journées au palais de justice, mais dans le cadre des Panama Papers, un de mes collègues a fait un papier sur les avocats genevois qui étaient mouillés dans cette fraude fiscale, parce qu'il y avait un petit logiciel qui permettait c'était énorme, les Panama Papers permettaient de sortir les noms, et donc il a scanné toutes ces fiches, et donc il y avait évidemment tous les bons avocats de Genève qui étaient mouillés dans l'histoire, et il y en a un qui à 3 reprises a essayé de faire déréférencer l'article, parce que ça le gêne de voir sortir son nom, ce que je peux comprendre, en utilisant justement la menace d'un procès. Pardon ? Non, c'était en plus un avocat plutôt simple, Monsieur Bonon est au-dessus de ça. Il trouve ça, il y voit une vertu, je pense, de le fait d'être cité dans ce genre de papier. Moi, c'est un avocat qui est aussi sur des bonnes causes des fois, donc je peux entendre que ça le dérange. Mais donc il a envoyé un de ses associés qui a un petit peu menacé en disant qu'il pouvait nous coller un procès, qui a ensuite essayé la carotte en disant qu'il pourrait nous filer des bonnes informations. Vous parliez de l'article 47, donc de la loi sur les banques, là. Moi, j'ai un peu des craintes qu'à un moment, on va être obligé, au nom de l'article 47, de déréférencer cet article. Pour l'instant,
c'est un peu tombé dans l'oubli, mais tous les 2-3 ans, il revient à la charge. Et à un moment, ça pourrait être gênant, cet article 47, donc, qui fait que les journaux suisses n'ont pas pu parler des Swiss Leaks, ce qui a quand même été le sommet du blues. Donc tous les journaux ont fait des pages et des pages et des pages, sauf les journaux suisses, parce qu'on risquait 3 ans de prison et 250 000 francs d'amende. Étienne Coco, est-ce que chez Impressum, vous avez constaté une hausse de ces procédures, une hausse des menaces chez vos membres? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est rapporté? Alors, je dirais surtout une hausse de la frilosité, excusez-moi, frilosité des journalistes qui nous demandent de plus en plus de relire des articles. Même pour des affaires on parle d'une petite affaire de la ville de Morges, une petite affaire de la ville de Nyon. Donc ce n'est pas des enquêtes internationales face à des milliardaires, mais même il y a une inquiétude vraiment qui s'est inscrite dans la rédaction des articles où on est de plus en plus consulté. Et c'est souvent aussi de la part des rédacteurs en chef qui demandent à leurs journalistes « Regarde tes membres d'Impressum, est-ce que tu pourrais quand même demander, puisqu'ils ont une protection juridique à travers leur affiliation chez nous, est-ce que tu pourrais pas regarder si ce paragraphe, il n'y aurait pas une potentielle atteinte ?» Donc on sent en tout cas voilà, une inquiétude grandissante. Souvent, nous, on est entre la rédaction et la menace. Et souvent, c'est quand même encore les rédactions qui subissent, je dirais, l'après-publication, donc ces procédures judiciaires en tant que telles. Nous, on est vraiment le premier rideau. Mais comme nos membres ont aussi une protection juridique qui est assurée devant les tribunaux, parfois, on peut aussi entrer en matière sur la prise en charge directement de ces frais d'avocat. Et juste un dernier point, est-ce qu'il y a un profil type de plaignant qui se dégage ou de personnes mentionnées? Est-ce que c'est des riches ou des avocats, des entreprises? J'aurais envie de dire oui, et finalement je vais dire non, parce que je pense qu'il y a aussi une certaine défiance du public qui s'est un petit peu exacerbée ces dernières années. Et on a eu des cas de personnes tout à fait lambda, hein, sans dire du mal de ces personnes, qui s'inquiétaient de voir leur voiture publiée dans le journal parce qu'ils n'avaient pas une belle voiture, ils n'aimaient pas que leur voiture soit dans le journal, ou ils voulaient pas qu'on voie leur appartement. Donc non, ça s'est étalé à vraiment plus de personnes que ce qu'on pourrait penser, mais les grandes affaires ou celles qui inquiètent réellement les journalistes, c'est les gens qui ont des moyens. Agathe Dupart, vous vouliez revenir sur la frilosité, donc les journalistes? Pourquoi pas, oui, effectivement. Parce que c'est un problème, il se trouve qu'au moment des Swiss Leaks, je me suis quand même posé la question de savoir si Tamedia n'aurait pas pu quand même aller dans cette direction, publier, participer à cette enquête et challenger cet article 47. Je l'ai un petit peu regretté. Certains de mes collègues n'étaient pas contents parce que je leur avais dit ça. J'ai bien conscience du fait que ça aurait pu être dangereux. Mais je pense qu'on est arrivé à un stade où il faudrait quand même que quelqu'un s'y colle d'une certaine manière. Alors nous, on avait récemment publié un article où on avait des documents bancaires concernant Riyad Salamé, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Liban, et HSBC. Mais bon, apparemment, on a réussi à passer à travers les gouttes, ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas s'autocensurer. Ce n'est pas parce qu'on a cet article 47... que par ailleurs certains parlementaires veulent renforcer, hein, puisqu'il y a un postulat qui dit que maintenant tous leaks illégaux ne pourraient pas être utilisés. Donc on est dans un contexte très dur, mais en même temps, nous, il faut qu'on continue à faire notre travail et sans trembler vraiment. Mais pour la petite histoire, Média Suisse, qui est la fêtière des éditeurs romans, a essayé d'agir au moment du vote de l'article 47, enfin, du durcissement de l'article 47. Donc M. Hammer, qui est membre du Parti libéral, enfin radical libéral maintenant, et on l'a envoyé paître, il était dépité. Son parti lui a dit mais circulez, il n'y a rien à voir, nous on protège l'industrie bancaire, donc oui, cet article va être durci encore. Et on arrive à cette situation où la Suisse recule de 4 ans dans le classement des RSF à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas participer, enfin, Courrier non, mais disons les grands titres qui sont membres du consortium d'enquête n'ont pas pu publier ces papiers, alors que tout le monde a foncé sur les pages du Monde, de Libé, etc. C'est complètement absurde.
Et donc le parti qui se dit libéral ne l'est pas, et c'est un ennemi de la liberté, du droit de savoir, de la démocratie dans cette affaire. C'est gravissime. Mais je pense que ce que ça dit en creux aussi, c'est une chose importante, c'est qu'il faut avoir des avocats combatifs, je dirais. Parce que peut-être les grands médias comme Tamedia ont des avocats qui pensent avant tout peut-être à la santé du groupe, ou enfin je sais pas, je ne vais pas m'avancer trop, mais disons qu'il n'y a pas la même approche. On doit s'entourer, quand on fait de l'enquête, on doit s'entourer d'avocats qui ont des convictions, y compris politiques, enfin je veux dire, pour aller dans certaines directions et avoir des stratégies. C'est très intéressant, enfin je pense, quand on est avocat, justement de défendre des médias qui sont attaqués comme ça, pour obtenir une jurisprudence, pour aller jusqu'au tribunal fédéral, enfin voilà. Là, je me permets de rebondir, je pense que la plupart des experts ou de la doctrine considère que ça serait intéressant de voir cet article 47 confronté à une jurisprudence européenne. Est-ce qu'elle tiendrait le coup? Mais il va falloir qu'il y ait des médias qui soient courageux et des avocats courageux. Parce que c'est des moyens, vous l'avez dit avant, la procédure qui est montée à Strasbourg, ça coûte de l'argent. Mais ça serait intéressant, parce que c'est quand même la plus grande autorité européenne, et ça serait intéressant qu'elle se penche sur cet article. Donc, juste pour reclarifier, cet article 47... Ah, pardon. Non, voilà, c'est dans l'article, hein, vous pouvez trouver le très bon article d'Éric Boudry, je le recite à nouveau. Donc cet article régit le secret bancaire en rendant passible de 3 ans de prison tout ou toute journaliste qui publierait des informations issues de documents bancaires confidentiels. Hein. C'est ça l'article 47. Alors c'est une interprétation. Toute personne qui se voit remettre des documents bancaires. Donc évidemment, on pense en premier lieu aux journalistes, ça va de soi, hein, mais il faut dire que quand même, ça n'a jamais été appliqué à des journalistes. Hein. Donc, mais c'est une précaution qu'il faut prendre absolument dans le contexte actuel. Et peut-être pour sortir justement du monde de la banque, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Étienne Congo, par rapport au profil de personnes qui s'inquiètent de leur image, etc. Philippe Bach, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Comment distinguer entre cours légitime et la justice, finalement, pour protéger les personnes et abus, voire maltraitance de la presse? C'est la question de l'intérêt public. Moi, je considère que dans le cadre d'une votation sur un partenariat privé-public du plus grand musée de Genève, qu'on est en train de remettre à un privé, il y a un droit de savoir, de questionner l'origine des fonds sans se faire traîner devant la justice. Ça devrait être le cas. Quand j'ai commencé le journalisme, ce genre de plainte, d'ailleurs, était classé d'office par le procureur de l'époque, Bernard Bertossa. Il était... Parce qu'à un moment, je m'étais retrouvé traîné à la police parce qu'on essayait de me faire cracher les sources. Et puis, ça fait un petit scandale dans le microcosme genevois des journalistes. Et à un moment, Bernard Bertossa, il s'est énervé, comme ça, il disait « Ouais, bon, peut-être que j'aurais peut-être dû le classer, mais vous ne savez pas combien de plaintes je classe. Genre 10 par semaine sur les médias. Donc, arrêtez de m'embêter avec cette histoire, je la classe, et on n'en parle plus. » Mais donc là, le droit a changé aussi, et il continue de se durcir, ce qui est à rebours de ce que devrait être la tendance. Donc, après, d'aller au casse-pipe et puis de risquer 3 ans de prison, je ne me rends pas compte qu'il y aura un effet suspensif. Là, je m'adresse aux juristes. Si voilà, Courrier décide de faire le Winkelried et puis de publier, je sais pas, des nouveaux leaks, est-ce que je vais 3 ans en prison ou est-ce que... Ah, en principe pas, non. En principe pas. Non, parce que bon, c'est quand même long. C'est un peu long. Mais c'est vrai, Philippe, en 2020, enfin, pour rebondir, le Parlement avait assoupli les conditions pour recourir à une mesure de superprovisionnelle. Désormais, il suffit que l'atteinte soit estimée grave et non plus particulièrement grave. C'est ça que je trouve frappant, c'est ces juges qui reçoivent ces demandes provisionnelles et qui, peut-être un peu ils veulent être un peu tranquilles, décident finalement de bloquer l'article. Moi, ça me fascine, ça. C'est vrai qu'en France, ça arrive quasiment jamais, quand même, ça. En Suisse, il y a des juges, nous, on a eu ça aussi l'été dernier, un article qui a été bloqué pendant un certain temps. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire, ça se passe comment?
un coursier à vélo qui vient puis qui livre une lettre la veille de publication, ça se passe On comment? reçoit une lettre commandée, oui. Le jour même ou le jour avant publication, oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est simplement parce que la personne à qui, en l'occurrence, il s'agissait d'un avocat qui a monté des sociétés pour toujours Riyad Salamé. J'ai fait plusieurs papiers là-dessus. Et donc, je lui avais envoyé des questions et il n'avait pas compris. Je ne voulais pas forcément citer son nom, étant très consciencieuse dans le contexte suisse. Et il a cru que j'allais citer son nom. Donc, il a dit « Oh là, danger !» Et il nous a envoyé donc une demande, une mesure provisionnelle. Et on a dû attendre quelques mois pour faire débloquer cet article. Je me permets de rebondir, puis j'ai eu aussi une petite expérience des tribunaux. Une mesure super provisionnelle, ça peut être pris en 3 heures. Hein. C'est-à-dire la demande, elle arrive à 13 heures sur le bureau du juge, à 17 heures, elle est déposée. Enfin, il y a la réponse, c'est envoyé aux parties. Donc, c'est d'une rapidité, c'est vraiment tout basé sur la vraisemblance. Donc, comme c'est souvent des avocats chevronnés, ils savent bien argumenter. Le juge, voilà, est-ce qu'il est courageux ou pas courageux? Mais c'est vrai que il a ça, il se dit bon, c'est vraisemblant, bon, j'interdis en attendant. Et pour les médias, c'est un gros problème. Qui veut lancer un scoop, on sait qu'il y a un petit peu la temporalité qui joue dans l'information, et c'est souvent très délétère. Dans l'affaire Barbie-Müller, c'était le cas dans l'affaire Barbie-Müller. À 19h, on m'a bloqué l'article. Ouais. Et donc le juge, il a tranché sur le siège. Toc. Il y a un avocat qui est venu dans nos locaux. Vous n'avez pas le droit de publier cet article avec l'arrêté du juge. C'est l'étude qui est venue, là, en l'occurrence. Et puis, il y a peut-être une chose sur laquelle il faut insister aussi, c'est que la presse ne va pas bien. Donc, elle est en situation de fragilité économique. Et donc, vous disiez tout à l'heure que les avocats conseils des grands groupes sont des fois un peu frileux. Donc ce phénomène c'est un peu accéléré aussi. Moi j'ai des collègues de la tribune et de 20 minutes qui m'ont raconté qu'en gros on leur disait faites gaffe parce que c'est le 3e procès qu'on s'est pris. Ça coûte cher, vous commencez à coûter un peu cher, voilà. Et ils font leur travail. Mais voilà, il y a aussi ce genre de message qui redescend des hautes sphères et qui incite aussi à l'autocensure, à la prudence. Qui peut être bien aussi de faire attention, de recouper ses sources, mais c'est quand même aussi un étouffoir qui est mis sur la liberté de la presse. Agathe Dupart, peut-être sur l'aspect économique justement, est-ce que ça vous est arrivé justement de reconsidérer peut-être un choix de publication en vous disant ça va coûter Alors, ça va coûter c'est cher. une question qui se pose automatiquement quand on travaille pour une ONG qui est quand même pas énorme. Donc là, on a dû par exemple provisionner dans nos comptes 700 000 francs pour cette histoire de négociant à Zoug. Donc c'est pas anodin du tout. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faut continuer et je ne me préoccupe pas de ces questions financières. Je suis journaliste, je suis censée enquêter. Donc, mais par contre, oui, bien sûr, la direction peut aussi quelquefois dire « Oh là, attention, ça va ». Mais ça ne s'est pas produit, en l'occurrence, donc je suis plutôt contente. Chez Impressum, chez les syndicats, est-ce que ces procédures Bayon vraiment spécifiquement, est-ce qu'elles ont un coût qui augmente ces dernières années peut-être? Alors nous, c'est difficile à quantifier parce qu'on a une protection juridique à 2 niveaux. Donc on a vraiment les juristes d'Impressum qui vont intervenir sur le terrain, essayer de trouver des accords à l'amiable. Et ensuite, nous, on va même transférer le cas à notre propre protection juridique. Donc on n'a pas de contrôle des coûts, on est aussi assuré nous-mêmes pour tout ce qui sera les frais d'avocat, etc. Donc il faudrait que je demande directement. Et dans le cas du courrier, peut-être concrètement 100 000 francs, on lit pour la procédure avec M. Bonjour. On ne peut pas faire mettre ça toutes les années. Ça fait plusieurs années que je tanne mon président bien-aimé Florio pour qu'on crée une fondation ad hoc à part pour provisionner des fonds pour réussir à les défiscaliser, puisque comme on est un journal, on n'est pas d'utilité publique ou d'intérêt public. Et donc, oui, c'est un problème. On a touché un héritage il y a quelques années, l'État s'est mangé la moitié. Et voilà, on aimerait bien mettre ça en place. C'est très compliqué juridiquement, mais je ne désespère pas un jour de pouvoir chaque année envoyer une petite lettre à toutes les études d'avocats de Genève en disant payez votre écho au nom de la liberté de la presse, et en espérant que quelques-uns
mettront un peu d'argent dans la croustille, comme on dit. Mais oui, c'est devenu un souci qu'on n'avait pas avant. Parce que voilà, on ne peut pas se prendre 100 000 francs comme ça, impunément dans la figure. Le courrier a un budget annuel de 3,9 millions. Donc voilà, ça pèse. Pour aborder peut-être les solutions, justement, enfin les pistes ensemble, savoir comment lutter contre ces procédures. Là, Philippe Bag, vous parliez d'un fonds. Est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser un fonds pour la presse? C'est quoi les leviers qu'on a pour lutter? Est-ce qu'on pourra que passer par la voie parlementaire, par des motions? Si quelqu'un veut répondre, avec du parc aussi, n'hésitez pas. Je ne sais pas, je suis d'accord avec Philippe. Il faut trouver un mécanisme qui puisse garantir, qui n'oblige pas un média ou une ONG à provisionner dans ses comptes une énorme amende. Il faut trouver ces solutions. Bon, il y a le crowdfunding qui existe. On peut toujours, grâce à nos soutiens, nos membres, on peut toujours se défendre, mais ce n'est pas viable à terme. Et puis, effectivement, il faut continuer à s'unir. Ça, oui, et continuer à publier aussi, ça c'est très important. Et encore une fois, créer un réseau d'avocats qui puissent être intéressés pour faire progresser cette cause. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Et il y a des gens vraiment formidables à Genève ou à Lausanne qui comprennent le danger de tout ça. Donc voilà, fédérer plusieurs types de professions ensemble. Moi, j'ai essayé d'intervenir au niveau de Médias Suisse, de voir s'il y avait moyen déjà un peu de mutualiser, de faire du monitoring, de savoir combien de plaintes il y a, parce qu'on ne sait pas en fait dans les médias, c'est pas très clair. Et on retombe sur la fragilité des médias, donc c'était pas la priorité des priorités de mes confrères, donc ça s'est pas fait, et il n'y avait pas d'intérêt. Il faut savoir aussi que dans Médias Suisse, il y a beaucoup de journaux très locaux. Et eux, leur souci, c'est de ne pas déplaire aux maires, en gros. Et quand il y a conflit, ça se gère au Canada. Et, ben oui, parce que souvent, ces journaux servent aussi de feuille d'avis. Et donc, il n'y avait pas un souci partagé, je dirais, par la moitié déjà des 20 journaux qui sont membres de Médias Suisse. La branche roman des éditeurs. Je ne sais pas comment c'est en Suisse alémanique. L'autre initiative qui a été prise, qui était louable, c'était celle de la RTS, qui a essayé de faire un monitoring. Mais en fait, de nouveau, les journaux n'ont pas répondu. Et donc, ils ont laissé tomber l'affaire. C'est un peu dommage, parce que eux, ils ont les yeux sur toute la Suisse. Ça aurait pu être bien. Mais je crois que le courrier en Suisse romande est un des rares qui a répondu. Ils étaient un peu dépités, les pauvres. Et donc, au niveau parlementaire, j'y crois pas un seul instant. On a un parlement tellement à l'écoute des lobbies économiques, et même, disons, ils dévancent leurs désirs, c'est terrible. Que moi, j'y crois pas trop, comme je vous disais, le secrétaire général de Médias Suisse a essayé, sur le durcissement en 2020 de la loi, d'intervenir, mais il s'est fait recevoir comme un malpropre par son propre parti, donc j'y crois pas trop. Peut-être qu'effectivement, la solution que propose Agathe, il faut que quelqu'un, une fois, accepte d'aller au casse-pipe, mais voilà, Gandur, c'est 10 ans de procédure et c'est pas fini, donc il faut avoir vraiment... il faut durer, quoi. Il faut tenir sur la durée. Et dans le cas de Gandur, on n'a pas eu un soutien énorme de nos confrères. Voilà, c'est un peu chacun pour soi dans cette profession, malheureusement. C'est une erreur, mais je n'ai pas le levier pour activer ça. Du point de vue des syndicats, peut-être qu'il y a des pistes aussi qui sont envisagées? Moi, je dirais qu'il y a 3 endroits où on peut agir. J'ai entendu la mutualisation des coûts, créer des fondations. Effectivement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Le cadre législatif, oui, je ne suis pas non plus très optimiste à l'heure actuelle, mais on voit que l'Europe, elle a créé une directive, par exemple. Et l'idée, c'est de donner, et ça, c'est surtout un gros problème potentiellement dans ce domaine. Je ne veux pas critiquer les juges, mais le domaine du droit des médias, ce n'est pas leur spécialité. Surtout les premières instances civiles, ils font du droit des contrats à l'aménagement du territoire, en passant par le mariage, et tout d'un coup, ils ont une plainte en droit des médias. Donc, une formation peut-être déjà meilleure des juges, des outils, parce que les mesures provisionnelles, c'est quelque chose qui est
provisoire. C'est en attendant qu'une décision finale tombe. Donc c'est vraiment, on cadre la situation, vous n'avez pas le droit de publier. Et dans 6 mois, va arriver la vraie décision. Mais 6 mois, ça n'a plus d'intérêt de publier dans 6 mois, dans la plupart des cas. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et donc, notamment, cette directive, c'est ça qu'elle a donné, c'est d'accélérer les processus. Et je pense là, il y a quelque chose à faire. C'est qu'il y ait des mécanismes, notamment pour les médias, que ça aille plus vite. Mais après, les voix dissidentes diront qu'il y a des privilèges pour les médias, et j'ai lu quelques articles qui vont dans ce sens-là aussi. Je pensais aussi maintenant peut-être ouvrir les questions au public, si les gens ont encore des interrogations, des commentaires. Bonsoir, Benito Pérez, journaliste indépendant. Voilà, je travaille, je suis actif au sein de Syndicom, l'autre syndicat des journalistes. Et avec Syndicom, on fait partie d'une coordination nationale qui s'est mise en place, qui s'appelle la coordination anti-SLAPP. Comment vous avez commencé à aborder la question des réponses à apporter à cette question-là? Je pense que c'est intéressant de voir que depuis 2 ans, une vingtaine d'ONG à peu près, j'ai plus en tête exactement, dont Public Eye participe à ce processus au niveau national. C'est principalement des ONG qui y participent parce que c'est un phénomène qui est plus nouveau pour elles que pour les médias qui ont peut-être plus l'habitude de frayer avec les tribunaux. Il y a beaucoup de petites ONG donc, qui sont un peu démunies face à ces attaques. Donc l'idée c'est d'essayer de les aider à s'organiser face à ça. Notamment, il y a une charte qui a été mise en place, qui donne un peu des conseils, on va dire, à ce que doivent faire les ONG pour essayer d'éviter de se retrouver dans cette mauvaise situation. Donc moi, je trouve que c'est un élément intéressant à ajouter, mais en fait, les journaux sont un peu absents dans cette coordination. Il y a RSF qui est présent, il y a donc Syndicom, mais il n'y a pas vraiment de journaux, et en fait, ils sont très demandeurs d'avoir justement des cas de SLAPP qui sont dirigés contre les journaux. Ils ont peu de dossiers là-dessus, et donc ils seraient assez demandeurs d'avoir un peu d'expertise par rapport à ça, et je pense que ça serait intéressant qu'il y ait un investissement des journaux, parce qu'effectivement, on a parlé des avocats un peu frileux, les journalistes l'ont été aussi beaucoup ces dernières années. Je peux témoigner de mon cas particulier, où dès le départ, j'ai été très clair, j'ouvrais mon dossier que j'avais sur Gondur, toutes mes sources, évidemment en protégeant les auteurs, mais j'ouvrais mon dossier à tout journaliste qui souhaitait investiguer et aller plus loin. Autant vous dire qu'il n'y en a pas un seul qui a demandé un accès au dossier. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de faire moult d'articles sur ce généreux mécène. Donc moi, je pense que là, les journaux ont vraiment quelque chose à faire et à développer au niveau de la solidarité professionnelle, parce que quand le Courrier subit ces attaques, tous les autres journaux sont concernés. Récemment, donc ce généreux mécène a eu un reportage, parce que, je ne sais pas si vous le savez, il a ouvert un nouveau musée en France, et il y a eu un reportage, et le journaliste qui faisait le reportage sur France 3 Région est venu enquêter à Genève pour savoir ce qui s'était passé, pourquoi le musée ne s'était pas fait à Genève. Et donc lui aussi, je lui ai donné toutes mes sources, et il a soigneusement évité le sujet qui fâche. Donc ça marche, ça marche la dissuasion. Quand on fait des procès, on arrive à avoir un peu de tranquillité là autour. Et j'aimerais te dire une dernière chose par rapport à la législation. En fait, il y a cette coordination anti-SLAPP a fait et fait toujours du lobbying auprès des élus à Berne pour que la notion de SLAPP soit intégrée à la politique médiatique en Suisse. Je n'irai pas jusqu'à dire dans la loi, mais au moins qu'il y ait une conscience là autour. Et le Conseil fédéral a accepté de faire une étude
sur le sujet. Et l'étude, en fait, a conclu circuler, il n'y a rien à voir. Elle était faite par un juriste zurichois. Je vous invite à aller la consulter, vous la trouverez sur le site du DEFCOP. Voilà, en gros, ça n'existe pas. La loi en Suisse est très bien faite, de toute façon. Les médias comme les autres ont tout à fait la possibilité de se défendre. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, voilà, on est assez loin de pouvoir avancer, pour l'instant en tout cas, au point de vue de la Confédération. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces interventions qui sont très intéressantes. Alors, ce que je constate, surtout en Suisse, on a la conviction qu'on est dans un système démocratique très bien, parce que nous avons les votations. Et comme on est consulté tout le temps, les gens pensent qu'on est beaucoup mieux protégé, on est beaucoup mieux que tous les autres pays parce qu'on nous demande notre avis. Et puis en fait, on s'aperçoit, comme Agathe le dit, finalement les journalistes sont moins bien protégés qu'en France, si je comprends bien. Alors, ça, les gens ne le savent pas. Alors, je pense, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, écoutez, voilà, sur les Swissleaks, on n'arrive pas à vous donner des informations parce que les risques pour notre journal, mais voilà, c'est ça, chez eux, 3 ans d'emprisonnement, voilà. Alors donc, désolé, on ne peut pas fournir l'information au public. Qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Ça a été fait. C'est ce qui s'est passé. Vous l'avez fait? Oui. Alors moi, je ne sais pas, mais enfin voilà, je m'interroge sur cette question, comment mieux informer les gens de ces restrictions, parce que beaucoup de gens ont la conviction d'autre chose. Tous les journaux ont fait un édito pour déplorer cet état de fait et pour dire que c'était absolument contraire à la liberté de la presse, au droit de savoir. Et tout le monde s'est précipité sur les sites étrangers pour aller lire ces Swissleaks. Non, il y a même la rapporteuse de l'ONU, Irène Khan, concernant la liberté de la presse, qui est venue en Suisse à la suite de cette affaire des Swissleaks, qui a auditionné des gens, dont Publicaï, on participait, des journalistes. Donc oui, ils ont choisi de capitaliser sur justement c'était vraiment quand même un scandale médiatique, hein. Mais c'est pas venu à l'oreille de tout le monde, malheureusement. Après, le recul de 4 places de la Suisse au rating de RSF a quand même été un petit choc. Disons là, effectivement, la Suisse qui se voit en modèle de démocratie, c'était un peu gênant, ça. Et après, je dirais, c'est pour rebondir sur ce qui avait été dit, il y a eu un rapport, c'est que en fait, c'est un plan plus large qui découle des suites du Covid, c'est l'OFCOM, hein, l'Office fédéral de la communication, qui a créé ce grand plan national de sécurité pour les journalistes, et c'était sur 4 points, et le 3e point, c'était sur les procédures Bayon, justement. Et le problème, c'est ce rapport. C'est vrai que ce rapport, il sort des statistiques, il y a peu de cas, ça reste marginal. Oui, c'est très dangereux, mais ça reste marginal. Ce n'est pas réellement un problème à l'heure actuelle. Et j'ai entendu que ce plan national, d'une manière assez générale, est un petit peu à l'arrêt depuis certains nouveaux conseillers fédéraux qui ont repris certains départements. Voilà. Donc, pour l'instant, il est un petit peu en stand-by, mais il y avait pas mal d'espoir dans ce plan national, à l'origine en tout cas. Beaucoup d'organisations étaient impliquées, et voilà. On attend un petit peu encore. J'aurais juste besoin d'une précision technique. Je suis désolé de ne pas avoir porté assez attention à la lecture de l'article qui parle précisément de cet article 47. Ça concerne donc spécifiquement la publication de documents bancaires, c'est ça? Est-ce que ça daterait pas de l'époque du secret bancaire et pourrait à ce titre-là éventuellement être remis en cause? Point d'interrogation. Alors, l'affaire Falciani a joué un rôle important dans la naissance de cet article 47. Falciani, c'était l'informaticien qui était parti avec le disque dur d'HSBC. Donc, il avait vendu ça. Il avait essayé de vendre ça d'abord au Liban, puis après, finalement, il a suscité l'intérêt de pas mal de justice, dont la France. Et là, cet article n'a pas été fait pour viser des journalistes au départ. C'est ce que nous assure, du moins le législateur ne l'a pas exprimé tel quel. Par contre, toute personne qui peut se voir remettre ces documents qui ont été volés, qui sont de provenance illicite, peut être poursuivie pour 3 ans. Donc je ne vois pas comment... Là, la tendance, il faudrait le redire, c'est que
Il y a un parlementaire qui a déposé un postulat pour renforcer le champ, au contraire, de l'article 47. Et pas seulement les données bancaires, mais tout ce qui est donné de provenance illicite. Donc on est plutôt malheureusement dans un élargissement. Voilà. Et puis le contexte international aussi est très défavorable, je dirais, pour les extrêmes droites qui avancent en Europe, Trump, enfin, bref. La loi, l'article date de 2015. C'est quand même relativement récent. Donc il périmètre 7 ans actuellement. Comment peut-on protéger ceux qui cherchent à dire la vérité et qui sont poursuivis, comme certains exemples très importants? Le nom m'échappe en ce moment, mais... Julian Assange. Julian Assange a payé très très cher son choix de défendre le droit de savoir, la vérité, la transparence démocratique. Et il a fallu pas mal d'années aussi, peut-être que là les journalistes portent aussi une responsabilité pour qu'il soit réellement défendu avec toute la vigueur qu'il méritait. Au début, il y a quand même eu, y compris des journaux qui avaient utilisé les fuites qu'il avait organisées, donc qui les avaient publiées, n'ont pas été très incisifs là-dessus. Mais bon, il y avait un droit au débat quand même. Hein. Il y a un droit au débat. C'est-à-dire que Julian Assange avait pour principe de publier tout, sans distinction, sans protection des sources. Donc c'est entrer en conflit avec quand même les méthodes journalistiques, et à juste titre. Ouais. Après, bien sûr il a été brisé par la machine américaine, de la justice américaine. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette lecture, dans le sens où les journaux qui reprenaient ça avaient la responsabilité d'anonymiser, etc. Nous, quand on nous remet des choses qui pourraient être attentatoires à la sphère privée à juste titre, on ne donne pas le nom, quoi, voilà. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas si problématique que ça. Mais au départ, il publiait lui-même les informations. On parle de cette époque-là. Mais après, il y a quand même eu aussi une instrumentalisation, notamment par les services secrets américains, états-uniens, de ça. C'était vraiment pour le salir, quoi, de dire il a mis en danger des gens, ils n'ont jamais prouvé ça. Il a surtout dénoncé des bombardements illicites, qui avaient tué des journalistes d'ailleurs aussi. C'est pour ça que voilà, mais je suis d'accord que le droit au débat existe. Je trouve que le soutien d'un droit fondamental, ou la défense d'un droit fondamental, a été un peu faible dans ce dossier. Mais voilà, c'est un avis un peu personnel. Moi, je me permets de rebondir parce que j'ai aussi l'occasion d'accompagner des membres à nous qui se retrouvent dans les tribunaux. Et je ne suis pas journaliste de base, donc pour moi, j'apprends encore, après 4 ans, ce que c'est l'exercice de ce métier. Et à chaque procédure, je vois qu'il y a une réelle discussion, remise en question, parfois à juste titre, ou plutôt d'interrogation du qu'est-ce que c'est le métier de journaliste, comment on le fait, quelles sont les règles déontologiques. Donc, dans chaque procédure qui est, que ce soit au pénal ou au civil, atteinte à l'honneur, diffamation, à chaque fois, ce qui prime, c'est est-ce que le journaliste a fait son travail dans les règles de l'art et selon les principes déontologiques. Donc, je ne vais pas m'exprimer sur cette affaire en particulier, mais pour dire que c'est vraiment quelque chose qui compte et qui a un poids devant les tribunaux. Et, ce que je voulais dire juste avant, c'est qu'on a eu quand même 2 procédures qui ont fait un petit peu de bruit ces derniers temps, qui ont été en faveur des journalistes. Donc un petit optimisme quand même, on peut voir que les institutions sont encore assez fortes. Il y a quand même encore une défense du journalisme. Il y a eu un cas sur la protection des sources qui était intangible, et un cas donc où l'application de l'article 47 a été refusée parce que la publication était d'intérêt public. Donc voilà, un petit message comme optimiste, nos institutions, elles défendent encore aussi les journalistes. Mais madame, vous posiez la question de savoir, oui, la qualité de la presse, c'est-à-dire le tas de thématiques qui sont passées sous silence. Je vous comprends parfaitement dans ce domaine-là. Voilà, ou de contre-vérité. Alors oui, effectivement, là, on est dans un autre domaine encore. Nous, disons qu'on est là pour... pour essayer de faire en sorte que le journalisme soit le plus axé vers la vérité, le plus
à même de dévoiler des choses plutôt que de répéter. Hein, voilà, le but d'un journaliste, c'est quand même de dévoiler des choses que les gens ne connaissent pas. Sur le respect des règles déontologiques, il existe un organe qui s'appelle le Conseil suisse de la presse, qu'on peut saisir si on estime que la déontologie a été violée. Et il l'est de plus en plus, d'ailleurs. Le Courrier s'est fait d'ailleurs retoquer sur un article. Moi, je considère que c'est un peu problématique, mais on n'a pas été... On a sorti l'affaire de la secrétaire générale de Thierry Apotello qui a été mise dans un placard doré. Et en fait, on a eu raison sur le fond. Le Conseil suisse nous dit oui, il y avait un intérêt à sortir cette histoire, mais il estimait qu'on n'avait pas donné la parole à cette personne. En l'occurrence, on a essayé. Sauf que le département a fait barrage. Prochaine fois, on enverra un SMS de plus ou un mail de plus, sommant nommément cette personne de répondre ou de renoncer à son droit de répondre, ce qui est son droit. Mais voilà. Mais donc, cet organe a l'avantage, c'est pas la grosse artillerie. Il y a pas, on répond sur pourquoi on a fait comme ça. Bon, souvent, c'est des mélanges. La plupart des condamnations, c'est un mélange de publicité et de factuel, ou bien alors le droit d'être entendu. On essaie d'être rigoureux là-dessus, c'est pas toujours possible. Mais voilà, cet organe existe. Pour la télévision, c'est l'autorité de plainte. Mais là, il faut vraiment invoquer un dommage considérable. Dans le cas que vous citez, je pense qu'on est quand même encore dans le domaine du relativisme journalistique ou de la distanciation journalistique, malheureusement. Combien de journalistes actuellement sont ce que j'appelle blacklistés? Et ceci, je voyais encore l'autre soir le patron de l'Iris qui se plaignait justement d'être blacklisté par ses collègues, etc. En Suisse, il faut vraiment aller rechercher pour avoir le point de vue de Jacques Beau. Mireille Zaki, elle est quand même dans des médias, je ne veux pas parler du journal de rue, etc. On ne la voit pas, on la voit très très peu dans les médias. Il y a maintenant ces anciens diplomates comme Georges Martin. On ne le voit pas, on ne l'entend pas dans les médias radio et télévisés. Maintenant, Jean-Daniel Ruche un tout petit peu plus. Donc vraiment, il y a toute une catégorie de gens qui pourraient apporter une voix quelque peu différente, surtout dans le contexte actuel, qui disparaissent, qu'on n'entend pas. Et ça, je trouve aussi grave que le thème qui nous intéresse aujourd'hui. On peut répondre. Mireille Zaki travaille quand même oblique. Je veux dire, ça a quand même une certaine surface. Elle a son rond de serviette à infrarouge, disons. Moi, je la vois pas tellement blacklistée. Dans le cas de Pascal Boniface, hein, ouais, c'est vrai que là, il y a un vrai problème. Bon, c'est en France, hein, donc je ne suis pas à l'aise pour m'expliquer. Après, M. Beau, je ne suis pas toujours convaincu de la pertinence de ses analyses. Voilà. Est-ce une raison? Oui, mais en même temps, on hiérarchise quand même, on hiérarchise l'information, plus important, moins important. Je retiens une dernière phrase que Philippe Bach a utilisée dans le cadre juridique, mais elle est pas mal. Une autre lecture plus progressiste est possible. Je pense que c'est le cas dans les pages de Publicae et du Courrier. Donc merci de nous lire et de nous faire confiance. Merci à l'association des lecteurs et lectrices du Courrier aussi d'avoir organisé la soirée.